d'une survivante d'Auschwitz, je suis la fille unique d'une rescapée d'Auschwitz et d'un père qui a échappé à Auschwitz par hasard. Donc maman, comme elle était célibataire, le régime slovaque commençait par déporter les femmes libres, les célibataires. Et ce qu'il faut aussi remarquer, et vous allez croire que j'ai beaucoup de colère contre le régime slovaque, mais j'ai encore plus de colère contre le communisme que le régime slovaque, c'est que les Slovaques, les premières déportations ont eu lieu en Slovaquie en mars 1942, et maman a été déportée justement en mars 1942 par un des premiers transports qui partait de Poprad à Auschwitz. Je raconte un peu comment elle a survécu. Et elle est restée à Auschwitz pendant 2 ans et demi, ce qui est une très longue période. Et elle s'est sauvée, elle a été sauvée par un miracle, par un hasard de la vie. C'est que, elle m'a raconté ça, et un jour, elle a rencontré un compatriote, quelqu'un qu'elle connaissait, qui l'a simplement informé. C'était en octobre 1944, et en octobre 1944, ça sentait déjà mauvais, on savait déjà que les Allemands on sentait déjà que les Allemands allaient perdre la guerre, et ils avaient la volonté de cacher, de faire éliminer les traces des chambres à gaz, et il commençait à y avoir des trains qui partaient d'Auschwitz pour disperser les gens, pour les faire partir. Et ce monsieur qui s'appelle Joszko Gottesman, c'est un nom prédestiné, un homme de Dieu, a dit à maman qu'il y avait un train qui partait, que lui il allait prendre ce train. Voilà, si je raconte ça comme ce que j'ai reçu de ça. Donc ma mère est partie en octobre 1944, et c'est comme ça qu'elle a atterri au bout des longues journées de train en République tchèque, à Trutnov, où elle s'est retrouvée dans un camp de travail. Et elle m'a raconté que les camps de travail, c'était la thalassothérapie par rapport au camp d'Auschwitz. Donc elle a pu attendre la libération, et elle a été libérée comme ça. Ma maman, c'est une sacrée personnalité. Elle a beaucoup souffert, évidemment. Si elle a survécu, elle a beaucoup souffert. Et d'une certaine manière, quand elle est revenue des camps, elle a dû estimer qu'en fait tout le monde lui était redevable, que ce qu'elle a vécu était innommable, et que nous les plus proches, parce que moi je suis l'enfant unique, comme j'ai dit tout à l'heure, mes frères, mes sœurs, juste moi et mon papa, et elle estimait que tout lui était dû, et non, je n'allais pas dire c'est pas à son service, mais enfin. Donc j'ai eu une relation difficile avec ma mère. J'ai vécu. C'était une personnalité très forte. Je me suis sentie, comme elle était tellement forte, et je pense qu'inconsciemment, je me disais, mais elle est plus forte qu'Hitler, elle a réussi à survivre. Et pour un enfant, c'était très difficile. Et donc c'était pas une enfance reposante. C'est toujours pas très cohérent ce que je raconte. Je vais vous lire un petit extrait de ce que maman raconte. Comment es-tu sortie de cet enfer? C'est à nouveau grâce à une rencontre improbable. À partir de l'été 1944, je l'ai déjà raconté, je le lis maintenant. Ça fait rien. Le vent a commencé à mal tourner pour les nazis. Ils sentaient la débâcle arriver, et ils ont commencé à détruire les traces de leurs crimes. Les chambres à gaz ont arrêté de fonctionner. Ils ont essayé de vider les camps. Les transferts en train vers d'autres camps ont commencé. C'est ainsi que le 24 octobre, jour d'anniversaire de ton père, tu as rencontré un ami d'enfance et vous vous êtes reconnus. Il s'appelait Joszko Gottesman, un nom prédestiné. C'est lui qui t'a informé d'un train en partance d'Auschwitz et t'a invité à le prendre. Vous aviez convenu, en cas de survie, de vous laisser des nouvelles au bureau de poste central à Prague.
Tu as eu de la chance de prendre ce train et après de longs jours de voyage, tu es arrivé en terre tchèque à Trutnov, dans le camp de Gabersdorf, un camp de travail forcé. Trutnov était une cure thermale en comparaison d'Auschwitz. Tu as pu ainsi attendre la libération. Si tu étais resté à Auschwitz, vu ton état de santé, tu n'aurais pas survécu la marche de la mort au moment de son évacuation. Tu n'as plus jamais eu de nouvelles de Yoshko. Ça, c'est le destin. Maman a réussi à rejoindre Prague et cet ami, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il a disparu. Donc ça, c'est un fragment, c'est sur ma maman. Maintenant, pour faire un enfant, il faut être deux. Donc je vais vous parler un peu de mon papa. Alors pour mon papa, je vais lire d'abord. Tu étais un petit homme aux yeux bleus, dont l'expression un peu renfrognée n'invitait pas à une rencontre spontanée. Tu es né le 18 mars 1912 à Krompachy, dans un petit bourg industriel de l'Est de l'Empire austro-hongrois. À cette époque, c'était encore l'Empire. C'est devenu en 1918 la première république tchécoslovaque. Tu as échappé à la déportation par miracle ou par hasard. Voilà. Et je vais vous raconter justement, je disais au début que maman était une rescapée et mon papa, il a échappé à la déportation par hasard. Alors je vais vous lire un tout petit extrait qui explique comment mon papa a échappé à la déportation. Lors d'une rafle qui aurait dû être fatale, ton inconscient a veillé sur toi. Un certain Zipser Lajos a été désigné et c'est toi qui es sorti des rangs. Tu t'appelles pourtant Alexandre. Seuls vos prénoms différaient. Lajos avait eu droit à une dérogation. C'était un homme important dont les compétences étaient nécessaires à l'industrie de l'armement. Il ne se trouvait pas dans ton groupe. Les absents, ils ont toujours tort. Toi, tu as répondu présent en entendant ton nom de famille et tu as bénéficié de la dérogation de ce Lajos, grâce à laquelle tu n'as pas été déporté. Donc un hasard, un mystère, une chance, un miracle extraordinaire. Mon papa était un homme simple et au moment de la vie, quand la vie se jouait, il est sorti des rangs, sans se demander si c'était lui ou pas. Voilà comment lui s'est sauvé. Et puis me voilà maintenant, moi, la petite Evichka, la petite fille de l'Est. Comment je suis arrivée sur la scène de la vie. Donc maman, quand elle est sortie d'Auschwitz, elle n'a pas pu rentrer chez elle. Elle a eu une tuberculose. Et elle a été immédiatement placée dans un sanatorium. Sa vie était assez en danger et elle est restée, après 3 ans de camp, elle est restée 3 ans dans un sanatorium. Donc entre 25 et 30 ans, sa vie, toute sa jeunesse, sa vie est passée, a été happée, a été négligée, a été détruite par l'histoire. Donc, après le sanatorium, ma mère n'a pas pu retourner dans sa région d'origine, qui était la Slovaquie de l'Est. Donc, elle est arrivée à Košice, que vous connaissez tous, bien sûr. Košice, qu'on dit en allemand Kaschau, ou on disait aussi Kassovie. Et c'est la deuxième ville de l'actuelle Slovaquie, la deuxième plus grande ville de l'actuelle Slovaquie, qui a 250 000 habitants, qui est une ville très jolie. Mon mari a daigné y rester 1 journée et demie. Je pense que, bon, mes enfants, évidemment, Léa connaissent bien, toi aussi, j'imagine que tu connais Košice. Mais voilà un lieu, une destination touristique où vous devriez aller, parce que c'est vrai que c'est une ville qui a plein de charme, où il y a eu beaucoup d'influences de différentes nationalités, les Ukrainiens, comme c'est une ville qui se trouve aux frontières, donc il y a eu beaucoup de passages des Ukrainiens, des Hongrois, et puis c'était une ville qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois, et jusqu'à 45. Jusqu'à 18. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que moi je parle un peu le hongrois. La génération de mes parents parlait le hongrois,
Pourquoi je vous parle de ça, Léa, aide-moi. Oui, j'ai parlé de Košice. Donc, maman est arrivée à Košice, elle avait personne, elle a perdu toute sa famille. Personne ne voulait la voir et personne ne voulait la recevoir parce que les gens à l'époque avaient très peur des gens qui sortaient des camps, et en plus une femme qui a eu la tuberculose, donc les gens avaient peur d'attraper la tuberculose, donc c'était comme si c'était une paria. Et cette sacrée femme, je ne sais pas comment, on lui a présenté, comme on le fait bien dans nos bonnes sociétés juives, on lui a présenté son mari. C'est comme ça elle a rencontré mon papa, Alexandre Wipser. Et ils se sont mariés en 1949. C'était pas un mariage très heureux, donc j'ai vécu une enfance difficile, mais ils m'aimaient tous les deux, donc c'est déjà beaucoup. D'après Cyronique, c'est déjà une bonne base pour se débrouiller dans la vie. Si je dois vous dire quelques mots sur le contexte, bon, je suis née en 1951 dans un pays communiste. Dans les années 50, comme toute l'Europe a été détruite et les pays de l'Est l'étaient autant, c'était une situation extrêmement difficile. Mes parents, je suis d'une origine modeste. Mes parents, ma mère était invalide de guerre, donc elle avait une pension d'invalidité. Mon papa était comptable, mais donc je suis née, normalement j'aurais pas dû naître. Et pourquoi j'aurais pas dû naître? Mais justement parce que maman, comme elle avait la tuberculose, les médecins lui conseillaient d'avorter. Et elle s'est laissée persuader. Elle est allée à la clinique pour avorter. Et le hasard, encore le hasard, ou les miracles, ou je ne sais pas quel mot utiliser, elle a rencontré une amie, un médecin qui lui demandait: mais Aranka, qu'est-ce que tu fais là? Et maman a dit: ben écoute, je vais voir un médecin pour avorter. Et cette femme lui dit: mais tu as perdu ta tête, toi qui étais à Auschwitz et qui tu t'en es sorti, qui as la chance d'avoir un enfant dans ton ventre, tu vas avorter, mais rentre à la maison, réfléchis bien, prends un bon thé, et si tu veux toujours revenir, tu auras toujours le temps. Donc voilà, j'ai échappé belle. J'ai échappé belle pour être avec vous ce soir d'ailleurs, pour avoir la chance d'être dans ce beau lieu et d'avoir tant d'amis. Donc je suis née un peu comme ça, j'ai dû sentir qu'il fallait me dépêcher. Donc je suis sortie un peu trop tôt d'ailleurs du ventre de maman, qui était minuscule, dans une boîte en verre, prématurée, etc. Bon, tout ça, on va sauter un pas, on va faire un pas dans la vie. Donc j'étais une petite fille juive dans un pays de l'Est, une vie normale, avec quand même une difficulté supplémentaire que le fait d'être juif. Je ne peux pas dire que j'aurais souffert d'un antisémitisme virulent, mais je pense que c'est aussi l'héritage de ma mère. J'ai vécu toujours dans une sorte d'angoisse, de peur permanente, il faut toujours faire attention. Maman me disait toujours: fais attention aux fautes grammaticales, ça veut dire fais attention à ce que tu dis. On avait toujours le sentiment que quelque chose pourrait arriver, donc la petite communauté juive, même dans les années 60 ou 70, qui existait en Slovaquie avec une synagogue, une vie juive, même pendant le communisme, qui était possible, même si elle n'était pas très développée. Dans les familles, on était toujours sur les qui-vive, enfin d'une certaine manière, on se demandait toujours quand est-ce qu'on va bouger, quand est-ce qu'on va partir, quand est-ce qu'on va se sauver, comment on va se sauver. Et d'ailleurs, ma mère a voulu que j'apprenne les langues, surtout avec l'idée, si un jour tu dois partir, au moins tu te débrouilleras en parlant en langue. Donc c'est ainsi que, même en venant d'un milieu modeste, j'ai pu voyager un peu avant même 68.
Je suis allée, en été 67, j'ai pu aller à Londres pour suivre un cours de langue où j'ai rencontré une jeune femme française de Strasbourg. Et comme j'étais très débrouillarde dans la vie, parce que j'ai appris ça toute petite, parce que maman m'a bien appris qu'il faut se débrouiller dans la vie, à cette jeune fille qui s'appelait Annie Bing, qui s'appelle toujours Annie Bing, je lui ai dit, écoute, je t'invite à Košice, c'est très intéressant, bien, et toi tu m'invites à Strasbourg. Mais elle est toujours pas venue à Košice, alors que je lui ai renouvelé l'invitation même 20-30 ans après, parce qu'elle est très fidèle et on est toujours en contact. Mais moi, en 68, j'ai appliqué tout de suite avec une valise à Strasbourg, dans cette famille d'Annie Bing. Et c'est là que je dirais que la grande histoire a rencontré ma petite histoire, ou j'ai rencontré la grande histoire. C'est que je devais rentrer fin août 68 en Slovaquie et reprendre ma vie normale. Et que nous avons eu le plaisir d'accueillir et de recevoir les armées de Pacte de Varsovie qui sont déversées la nuit de 20 août voilà, sur la Tchécoslovaquie, avec les tanks et les armées de 5 pays de Pacte de Varsovie, à l'exception de Roumanie. Et parce que je pense que M. Brejnev a estimé que M. Dubček prend trop de laisse, prend trop de liberté. M. Dubček était mais vous savez sûrement, parce que c'était quand même une époque dont on parlait beaucoup, M. Dubček était premier secrétaire du Parti communiste. C'était un homme qui souhaitait ouvrir un peu l'étau qui nous plombait et qui avait envie de plus d'expression de liberté, une économie plus libérale, la possibilité donnée aux gens de voyager. Et effectivement, j'y étais encore de janvier, il y a un changement de président de janvier. On sentait vraiment un printemps de Prague, c'est pas un euphémisme, on sentait, les gens avaient l'espoir, les gens recommençaient à avoir plaisir de vivre, plaisir on avait vraiment, ça germait, on avait vraiment l'impression que les choses étaient possibles. Alors, le 20 août, la chape de plomb est retombée. Et moi, j'étais dans le salon bourgeois de la famille Bing. C'était une famille d'érudits très pratiquantes, strasbourgeoises, où j'ai regardé la télévision et je comprenais quelques mots en français, mais mon français était assez élémentaire. Et je vois les tanks entrer dans Prague. Personne ne m'a rien dit. Et je regarde ça et j'ai l'impression que je m'effondre, je ne comprends rien. Et bon, après on m'explique, je comprends, je vois, mais je ne veux pas voir, je ne veux pas comprendre. Et c'est à ce moment-là que ma maman a, par différents moyens qui étaient possibles à l'époque, par le téléphone, en rencontrant des gens dans la rue, des étrangers dans la rue, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, en 68, à Košice, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, mais elle a dû trouver dans les hôtels les quelques étrangers qui étaient là. Elle a demandé à tous de me téléphoner chez les Bing et me dire que je dois attendre, que je ne dois pas bouger, que je dois... Donc c'est comme ça que c'est d'où vient le titre de mon livre, Maman me dit au téléphone, on ne sait pas ce qui va arriver, on sait déjà ce qui est arrivé, ne reviens pas. Ce ne revient pas, c'est difficile à dire maintenant comment je l'ai vécu. D'abord, sur un plan extérieur, je pense que je l'ai vécu comme un choc énorme et que je ne comprenais pas bien, enfin j'étais sidérée. Et si je pense à ça maintenant avec une distance de temps, et si je suis honnête avec moi-même et honnête avec vous, c'est que je me dis maintenant qu'en fait, j'étais quelque part contente. Même si c'est des choses que je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas l'exprimer, je pouvais en parler avec personne. Mais je pense que
sans savoir ce que ma vie allait devenir. Mais je pense que quelque part c'était une libération. Parce qu'en fait, bon, la Tchécoslovaquie, j'avais toujours l'idée, quelque part, j'ai toujours senti qu'il fallait se sauver, qu'il fallait partir. Ensuite, bon, la situation familiale n'était pas facile et donc en fait, quelque part, pour moi, c'était un don du ciel, cette injonction de ne pas revenir. Et en même temps, quand on y pense, que ma mère, c'est une sacrée bonne femme, c'était une sacrée bonne femme, elle avait une seule fille qui était son tout, qui était son capital, qui était sa machine de input et de output et toute sa vie, d'avoir eu le courage de dire à sa fille de 17 ans, parce qu'il faut dire qu'en août 68, je venais d'avoir 17 ans, c'est un acte assez héroïque que je lui reconnais et pour lequel je suis sûrement reconnaissante. Donc c'est comme ça que je suis restée en France. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon exil. Alors, je vais vous lire peut-être un petit peu sur mon exil. Un petit peu, parce qu'en fait mon livre, même s'il s'agit de mon histoire personnelle, mais j'avais envie que ça soit en même temps une transmission aussi d'un environnement, de ce qu'était le pays de l'Est, de ce qu'était la Tchécoslovaquie, de ce qui pouvait être la vie d'une petite juive à l'Est. C'est pas juste mon histoire, je voulais transmettre aussi un peu la connaissance de ce monde-là. C'est à toi, maman, que je dois mon sort d'exilé. Dit ainsi, cela peut ressembler à un reproche, mais il n'en est rien. Je te remercie de m'avoir permis de voyager et surtout de m'avoir imposé ta décision de rester en France, où je me trouvais par un de ces hasards de l'histoire en août 68. Depuis mon enfance, j'avais entendu les adultes parler d'émigration. Telle famille avait pu partir en Amérique, telle autre en Israël. Quelle chance pour elle! Nous en étions jaloux, car en principe, les heureux citoyens des pays de l'Est ne pouvaient pas voyager à l'Ouest, même s'ils en avaient envie. C'était interdit. La vie chez les communistes était un paradis sur terre. Il n'y avait donc nul besoin d'aller voir ailleurs. La seule possibilité d'obtenir un visa était d'avoir de la famille proche habitant dans le pays où on voulait se rendre, d'être invité par celle-ci et d'avoir la protectia, ça veut dire le piston, pour obtenir un visa et des devises. Beaucoup d'obstacles à surmonter pour accéder à ce rêve. Ce n'était donc pas réalisable pour tout le monde. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je suis restée à Strasbourg en 68, à Strasbourg, il y a une des plus importantes communautés juives et j'étais pris en charge d'une certaine manière, d'abord par la préfecture pour payer la cité universitaire, et ensuite il y a eu deux anges protecteurs, deux vieilles dames qui s'occupaient beaucoup de jeunes étudiants qui habitaient à la cité Lorveil. Elles se sont occupées de moi, elles m'ont permis d'étudier. Donc j'ai fait mes études à Strasbourg et je me suis mariée assez rapidement. Je me suis mariée après 2 ans de vie à Strasbourg et donc tout allait bien, tout était bien, je faisais des études, j'étais mariée, la vie commençait, mais ce commencement n'a pas duré longtemps parce que le destin a été un peu cruel avec moi et c'est encore lié avec la Tchécoslovaquie. C'est que ma maman, je parle toujours beaucoup de ma maman. En fait, je me demande si je ne devrais pas faire un roman sur ma maman. Maman avait envie de me rejoindre en France, donc elle avait fait des démarches pour émigrer en France et c'est un peu confus dans ma tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'abord, mais en tout cas ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à Alain, à mon mari, de venir l'aider à préparer l'émigration. Enfin, elle avait envie qu'il vienne.
Et Alain est parti pendant la guerre des Kippour en octobre 1973. Moi, j'étais enceinte au 7e mois et Alain n'est pas revenu. Il n'est pas revenu parce que il y a un malheur qui est arrivé dont je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé. Il revenait de Bratislava via Stuttgart. Il s'est écroulé sur le quai de la gare à Stuttgart. Moi, je l'attendais à la gare de Strasbourg, qui est à 1h30 à 2 heures de truc. J'étais au 7e mois de grossesse et Alain n'est jamais arrivé vivant à Strasbourg. Il y a eu un secours, enfin, des gens ont appelé les secours, mais il est décédé dans l'ambulance. Et il avait 29 ans, il était en bonne santé, et donc je suis devenue veuve sans à peine avoir commencé ma vie. Et peut-être que je vais vous raconter ça en lisant, ça sera plus facile. Oui, j'appelle ce chapitre parce que c'est aussi un des fragments. Je dis que le sort s'acharne contre moi. Donc, Alain est parti en train le 13 octobre de Strasbourg à Košice via la République fédérale allemande. Il n'en est jamais revenu. Il devait rester 10 jours et rentrer le 23 octobre via Bratislava et Stuttgart. Je l'attendais à la gare. Le train arrivait à l'heure, mais Alain n'y était pas. Étonnement, incompréhension, inquiétude me submerge. Pourquoi n'était-il pas arrivé comme prévu? Pas de nouvelles. J'ai décidé de m'adresser au guichet pour interroger le préposé qui a essayé de se renseigner. Personne ne savait rien. Il a alors appelé les services de chemin de fer allemands. Au bout d'un temps qui m'a paru infini, l'agent a été informé que mon mari, Alain Jacob Hay, avait eu un malaise sur le quai de la gare à Stuttgart au moment où il attendait la correspondance pour Strasbourg et qu'il est décédé dans l'ambulance qui le conduisait vers un hôpital. Je me suis effondrée. Je crois que je suis devenue une âme errante parmi les vivants. J'ai couru dans le magasin de Mimi. Mimi, c'était une de mes anges gardiennes, pour lui dire ce qui était arrivé. Le reste de cette journée s'est échappé à jamais de ma mémoire. J'ai été informée par le consulat français à Stuttgart que je devais venir pour l'identification du corps. Dès le lendemain, je suis partie en DS accompagnée par le frère d'Alain et Madame Bing, la maman d'Annie, qui m'avait accueillie quand j'étais arrivée à Strasbourg. La voiture avait été mise à ma disposition par M. Bloch, celui-là même qui nous avait mariés civilement. J'ai pu ainsi revoir Alain une dernière fois. Voilà. Bon, mon fils Gabriel est né, heureusement, parce que j'étais au 7e mois de grossesse, donc j'ai ramassé toute l'énergie, toute la force de la vie, tout ce qu'on peut avoir quand il faut. Et Gabriel est né dans de bonnes conditions. Et l'histoire, comme je dis, je ne me souviens plus comment et quoi, mais mes parents ont eu l'autorisation d'émigrer et l'enchaînement, l'imbrication de l'impossible ou de l'histoire, ou de mon histoire impossible, c'est fait que mes parents ont débarqué en France en 1973, 5 jours après que Gabriel est né. Je ne sais pas si ça peut être compréhensible pour vous. C'est assez difficile à exprimer, mais c'est un chapitre que j'ai eu le plus de mal à écrire. C'est l'arrivée de mes parents, le débarquement, si je peux parler comme ça, le débarquement de mes parents dans la chambre d'Adassa à Strasbourg, au 5e jour de la naissance de Gabriel. Je crois que je vais encore lire. Bon, c'est difficile ce chapitre et en même temps il est très important. Dès leur entrée dans ma chambre d'hôpital, dès la première seconde où je les ai aperçus,
je me suis effondrée. Comment décrire mon chaos intérieur? Je trouvais que ma vie ne suivait pas du tout un ordre naturel. Voir mes parents débarquer dans mon pays d'adoption et me voir, moi, sans mon homme, avec un bébé, c'était comme revenir à la case départ, comme remonter le temps. Mes parents me sont apparus comme s'ils sortaient d'une photo délavée, d'un vieil album poussiéreux. Un sentiment d'injustice, d'une violence inouïe m'a envahi. Dans leur regard, j'ai vu la grisaille de l'Europe de l'Est. Grisaille que j'avais fui pour vivre dans un autre environnement. Je ne voulais pas remonter la bobine de ma vie en arrière. Je ne voulais pas revivre la difficulté de leur émigration. Je ne supportais pas de les entendre parler avec cet accent qui est toujours le mien. En fait, leur arrivée m'a renvoyé de manière violente à mes racines. Et j'ai immédiatement ressenti le malaise de leur relation. L'atmosphère oubliée de mon enfance m'a sauté à la figure comme une gifle. Ce fut un coup de trop, au-dessus de mes forces. J'ai consciemment décidé d'abandonner la lutte, de faire un pas de côté, de refuser mon destin. Pour y échapper, j'ai rien trouvé de mieux que m'évader dans une profonde dépression qui allait durer longtemps. Ça vous donne un peu une idée j'ai envie de dire, que des contresens de l'histoire et des contresens de l'histoire individuelle, des contresens de la vie, pas seulement de la mienne, mais là, tout allait de travers. Et alors que normalement, dans un monde normal, on est heureux d'accueillir ses parents, mais pour moi, c'était pas possible. Donc ça a très mal commencé. Ça a très mal commencé. Bon, ça c'est un autre chapitre. Mais on s'en est sorti. On s'en est sorti, on a lutté, on a beaucoup lutté, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé avec Gabriel. J'ai eu un autre miracle, une chance extraordinaire, c'est de trouver un travail au Conseil de l'Europe. Grâce à un autre miracle, j'ai pu rentrer à 25 ans au Conseil de l'Europe. Et rentrer au Conseil de l'Europe était pour moi une bénédiction. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a redonné de l'espoir. C'était comme rentrer dans un autre monde, c'était merveilleux. De pouvoir parler les langues, de pouvoir voyager, de gagner bien ma vie. Donc j'ai pu élever Gabriel. Je vais vous donner que les titres maintenant parce que je crois que je commence à être un peu long. Alors après tout ça, il y a une deuxième chance qui est arrivée. Une deuxième chance, c'est Henri. J'ai pu refaire ma vie, je suis venue à Paris. J'ai pu avoir une fille, d'avoir un autre enfant dans les situations normales, c'est quelque chose que je n'espérais plus, donc c'était pour moi extraordinaire. Bon, j'ai pu refaire ma vie. Donc, alors que les 30 premières années étaient un destin un peu particulier, un peu chahuté, un peu... le reste est plus normal. Donc, voilà à peu près de quoi ce que vous trouverez dans mon livre. Ce que j'ai envie de dire, c'est sûr que l'histoire de ma mère, je veux dire Auschwitz, qu'a vécu ma mère, je me suis toujours considérée moi-même comme une survivante. Dans ma tête, il y a eu pendant toute mon enfance et même beaucoup plus longtemps, je dirais même jusqu'à récemment, une confusion entre qui était survivant de qui. Enfin, alors que je me rendais bien compte que ma mère, elle a vécu, elle y a été. Moi, j'y étais pas, mais j'y ai été quand même. Et ce livre aussi, il est important parce que c'est un espace de faire revivre
tous ceux que je n'ai pas connus. Ils ont beaucoup hanté mes nuits, et ceux dont j'ai même pas de photos. J'ai une photo de mon grand-père maternel, il est d'ailleurs en première page. Je me suis rendu compte en écrivant à quel point une photo était d'une importance mais capitale. Gardez toutes vos photos. C'est avoir cette photo de mon grand-père, mais je peux me l'imaginer, je sais qu'il a existé. Donc ce livre, c'est aussi j'en parle un peu de ceux que je n'ai pas connus, et c'est un espace c'est un espace pour les disparus. C'est un petit espace pour les disparus. Et puis je me suis rendu compte aussi, j'ai encore perdu mon idée, oui, qu'en écrivant ce livre, à la fin, enfin dans l'épilogue, j'ai senti que j'arrivais à mieux distinguer entre ce qui était ma mère et qui je suis. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi que ce qui est étonnant, c'est que même une femme tchèque, Hélène Epstein, qui a écrit sur les survivants, son livre en anglais s'appelle Children of Holocaust, alors qu'elle parle de la deuxième génération. Donc en fait, il n'y a pas que dans ma tête, mais je veux dire, on a reçu ça, on a vu ça, on a tété ça, mais j'ai pas beaucoup tété, mais je l'ai tété quand même. Donc ce livre m'a permis un peu peut-être de prendre de la distance par rapport à ce qui était maman et ce que je suis moi. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, des objections, si vous êtes choqués ou pas choqués, voilà, je vous répondrai avec plaisir. Merci pour votre attention.